Merci Anthony d'avoir pensé et organisé ce colloque. Je vais essayer d'être à la hauteur et j'espère que ce que je vais vous proposer comme analyse ne va pas trop vous étonner. Les relations du théâtre et du droit sont à la fois celles de la convergence, avec par exemple la question du droit d'auteur, et celle du conflit. On peut presque parler de haine du théâtre par le droit, lorsque, par exemple, s'exprime la censure de la liberté d'expression. On peut parler également de la haine du droit par le théâtre, lorsque, il y a une satire parfois féroce, du monde juridique chez certains auteurs, parmi lesquels on peut citer Shakespeare ou Molière. Comme notre président de séance vient de nous le dire, c'est à l'œuvre de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, 1732-1799, que nous allons nous attacher aujourd'hui. C'est son œuvre littéraire qui va servir de source à la présente étude. J'avoue que je n'ai pas eu la force ou les forces de m'attaquer à des monuments comme Sophocle ou Racine, bien que ce soit des auteurs que j'essaye de fréquenter, sinon assidûment, du moins régulièrement. J'ai fait le choix finalement de me focaliser sur un auteur en espérant que cela ne soit pas trop décevant pour vous. Alors qu'il s'agisse d'allusions, de transposition, de situation ou encore de rapprochement thématique, la porosité entre les mémoires judiciaires et les œuvres littéraires de Beaumarchais a fait l'objet de travaux approfondis, auxquels je renverrai naturellement dans le texte écrit. Beaumarchais connaît force démêlée avec la justice qui le conduisent à rédiger plusieurs mémoires judiciaires. Les 4 mémoires contre Guzman, 1771-1773 d'abord. C'est évidemment dans ces circonstances-là qu'il rédige Le Barbier. Puis ensuite les factums rédigés à partir de 1787 dans le cadre de l'affaire Kornmann. La critique littéraire a considéré que les références aux mémoires judiciaires entrèrent pour beaucoup dans le succès des pièces, le public ayant été friand de sous-entendus scandaleux. Cependant, c'est donc au seul texte de la trilogie théâtrale, Les aventures de la famille Almaviva, qu'il est ici proposé de s'attacher pour analyser la présentation que Beaumarchais fit de la société et par conséquent du droit de son temps. Turiféraire de la liberté d'expression, seul gage de véracité dans les propos, nous dit Beaumarchais, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur, il veut mettre les rieurs de son côté, tout autant lorsqu'il déplore l'état de la société, rappelez-vous de cette phrase bien connue qu'il prête à Figaro, je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer, que lorsqu'il se gausse de la critique. Les spectateurs sont donc érigés en juges de l'œuvre et des propos qui y sont exposés. Nous allons, nous, lecteurs, plus que spectateurs aujourd'hui, essayer de faire de même. L'auteur prit la précaution, vous le savez bien, avant la Révolution, de dépayser ses intrigues, de les situer hors de France. Ce stratagème ne trompait naturellement personne. On le sait bien, avec ces 2 comédies, Le Barbier de Séville, février 1775, et Le mariage de Figaro, avril 1784, c'était bien l'ancienne France qu'il visait. Avec son drame, La mère coupable, juin 1792, il rapatrie son histoire pour la situer dans le nouveau régime, supposément plus complaisant avec la liberté de penser. Quelle était donc la vision de Beaumarchais? Quelles idées a-t-il essayé de faire passer dans ses œuvres à propos de la question de la justice, du pouvoir, du droit? Je vous propose de l'analyser à partir de 4 angles. Le premier, le pouvoir. Le deuxième, l'ordre. Le troisième, la société. Et le quatrième, l'homme. Le pouvoir. Le pouvoir, il me semble que 2 axes peuvent être mis en exergue. D'une part, sa charge contre l'autorité et qu'il
évidemment exprime ou dont il dit qu'elle est pardon, un autoritarisme. C'est une charge contre l'obscurantisme, contre ceux qui sont contre les Lumières. Et puis d'autre part, c'est la réduction des relations d'altérité à des rapports de force. La charge contre l'obscurantisme d'abord. Dans le Barbier, Beaumarchais s'ingénie à faire passer Bartholo pour un homme odieux, aux idées abjectes, un fat, dit-il, proférant des sottises antiphilosophiques. Celui-ci accuse en effet son siècle d'être, je cite, barbare, parce qu'il fait l'apologie de la liberté de pensée, du tolérantisme et de l'encyclopédie. Monstre d'orgueil, le médecin se proclame maître du vrai et du faux. Quand une chose est vraie, si je ne veux pas qu'elle soit vraie, je prétends bien, qu'elle ne soit pas vraie. Il n'y aurait qu'à permettre à tous ces faquins-là d'avoir raison. Vous verriez bientôt ce que deviendrait l'autorité. À l'inverse, évidemment, dans La mère coupable, il y a le jeune Léon, qui est l'archétype de l'homme éclairé et qui tout au long de la pièce, est en opposition avec son père, mais finalement, vous le savez, il y a une réconciliation. Mon père, c'est au moment de l'affrontement qu'il dit « Mon père, on en distinguera mieux un ignorant d'un homme instruit et l'homme libre de l'esclave. » Léon est un turiféraire de la modernité, et vous le savez, il prend même position contre les vœux monastiques. Bien, dans l'ancienne société, l'exercice de l'autorité est systématiquement présenté comme abusif. Dans le Barbier, le médecin Bartholo martyrise sa pupille Rosine, qui le hait à la mort selon Figaro, et qu'elle qualifie elle-même de tyran parce que abusant d'une autorité usurpée, je cite, et ne lui offrant pour tout bonheur à sa jeunesse qu'un esclavage abominable. Bartholo se considère au-dessus de la justice. C'est bien entre vous, autres misérables, autrement dit les domestiques, la justice. Je suis votre maître, moi, pour avoir toujours raison. Et il revendique le droit du plus fort qu'il déclare, je cite, universellement reconnu. Dans le mariage, c'est le comte qui est devenu donc l'époux de Rosine, que celle-ci qualifie de tyran. Mais la Révolution passée, Beaumarchais ne s'embarrasse pas de cohérence. Si dans le Barbier, Rosine contestait à son tuteur Bartholo le pouvoir de décider de son mariage, désormais, dans La mère coupable, elle reconnaît cette même puissance à son époux sur Florestine, celle qui est officiellement sa pupille, c'est-à-dire la situation dans laquelle Rosine était elle-même vis-à-vis de Bartholo, mais qui était en fait, Florestine, la fille adultérine d'Almaviva. Monsieur, vous ne pouvez pas faire un plus digne emploi du pouvoir que la loi vous donne sur elle. Comble de l'ironie, ne rejoint-elle pas Bartholo qui, dans le Barbier, se disait prêt à violer le consensualisme du mariage? La question du pouvoir, c'est aussi la question de la réduction des relations d'altérité à des rapports de force. Beaumarchais vide la notion de bien commun de tout sens. Dans le Barbier, la notion est dénaturée. Dans le mariage, elle est tout simplement niée. Ainsi, séduire la femme d'autrui est-il porté au nu? Je cite, « Punir un fripon en se rendant heureux, ce serait faire à la fois le bien public et particulier, chef-d'œuvre de morale en vérité. » Tiens. Mais par ailleurs, il n'existe pas de bien unissant celui du tout et des parties, les composants. Sommes-nous des soldats qui tuent et se font tuer pour des intérêts qu'ils ignorent, nous dit Figaro? Cette approche révèle une morale égocentrique. En occupant les gens de leur propre intérêt, on les empêche de nuire à l'intérêt d'autrui, déclare Figaro dans Le Barbier. Une morale donc égocentrique et utilitariste. Dans le mariage, le même Figaro réprouve le fait que la société fasse passer pour malhonnête ce qui est en fait utile. Dans ces conditions, la politique ne peut qu'être réduite qu'à la poursuite d'intérêts particuliers. Au dire de Figaro, dans le mariage, elle n'est qu'un écheveau de mensonges et de manipulations. Alors, la tirade, qui, il faut bien le dire, relativement brillante dans son écriture, est assez longue, je vais la faire et je couperai un certain nombre d'autres citations. Feindre d'ignorer,
ce qu'on sait, de savoir, hein, tout ce qu'on ignore, d'entendre ce qu'on ne comprend pas, de ne point ouïr, de ne point ouïr ce qu'on entend, surtout de pouvoir au-delà de ses forces et avoir souvent pour grand secret de cacher qu'il n'y en a point, s'enfermer pour tailler des plumes et paraître profond quand on n'est, comme on dit, que vide et creux. C'est pas du tout d'actualité pour le gouvernement. Bon, passons. Jouer bien ou mal un personnage, répandre des espions et pensionner des traîtres, amollir des cachets, intercepter des lettres et tâcher d'anoblir la pauvreté des moyens par l'importance des objets. Voilà toute la politique. Alors, Berjas, dans La mère coupable, dit à peu près la même chose. La citation est elle aussi relativement longue. Je la coupe, vous l'aurez à l'écrit. Dès lors, il n'est pas étonnant que Bartholo ne répugne pas à user contre ses adversaires de la calomnie, dont on nous dit qu'elle se propage si aisément dans la société, afin de décrédibiliser et de manipuler Rosine. La noirceur de son esprit est d'autant plus grande que, à l'inverse, Rosine est-elle capable de clémence et de mansuétude. Mais dans le mariage, c'est Figaro, le héros de Beaumarchais, nul ne l'ignore, qui, pour être efficace, entend déstabiliser psychologiquement l'adversaire. Pour agir aussi méthodiquement que lui, dit-il, tempérons d'abord son ardeur de nos possessions en l'inquiétant sur les siennes. Afin de piéger le comte, Figaro se dit prêt à mener des intrigues qui soient bien embrouillées, telles que le ferait un courtisan. Qu'elles relèvent de l'ordre public ou de l'ordre privé, les relations d'altérité sont faites de rapports de force où chacun ne défend que ses propres intérêts. Personne n'y échappe. Se venger de ceux qui nuisent à nos projets en renversant les leurs, c'est ce que chacun nuit, c'est ce que nous allons faire nous-mêmes. Encore une fois, c'est ce que Figaro annonce dans le mariage. Et par prudence, disons-le, un homme sage n'entre point en affaires avec les grands qui sont dans une situation sociale leur permettant d'avoir un rapport de force à leur avantage. Deuxième point, la question de l'ordre. Et je vous propose aborder cette question sous l'angle d'une part des institutions juridiques et sociales et d'autre part sous l'angle de la satire, il faut bien le dire, méritée que Beaumarchais fait de la justice. La réalité institutionnelle importe peu à Beaumarchais. Il est prêt à la travestir pour ménager ses effets. Il parle comme encore d'actualité au XVIIIe siècle, d'une institution moribonde comme la vassalité, et il l'assimile frauduleusement à la servilité. Vous aurez les citations. Le dramaturge n'hésite pas aussi à invoquer comme incontestables des mécanismes juridiques discutés et sujets à caution. Par exemple, pour échapper au mariage avec Marceline, qui va se révéler être sa mère, Figaro invoque le nécessaire consentement des parents, que le monde profane entendait, certes, c'est vrai, à la suite notamment du protestantisme imposé, mais que le droit canonique excluait comme condition de validité du sacrement. Beaumarchais tourne la coutume en ridicule. Alors là, il y a de nombreuses citations que je vous passe, mais c'est très clair. L'idée même qu'une société puisse fonctionner par une pratique sociale qui a été endurée par le temps, ça lui paraît tout à fait irrationnel. Tandis qu'il valorise la loi. Elle, c'est-à-dire Rosine, n'est plus en votre pouvoir, c'est-à-dire celui de Bartholo, et je la mets sous l'autorité des lois. Cependant, une fois la Révolution engagée, il se fait, comme par enchantement, le défenseur des pratiques sociales. Oui, vous savez, tout ça, ça me fait penser à ces auteurs des guerres de religion qui, lorsque c'est encore la dynastie des Valois, sont parfaitement hostiles au pouvoir royal, et comme par enchantement, à partir de 1584, quand, par la mort du duc d'Alençon et par le fait qu'Henri III n'a pas de descendance mâle, celui qui devient le successible possible, c'est Henri IV. Alors là, tout d'un coup,
eh bien, comme c'est potentiellement un protestant qui va arriver au pouvoir, là, les monarchomaques changent quasiment du tout au tout dans leur position. Eh bien, on retrouve la même impudence, la même malhonnêteté intellectuelle chez cet individu, chez Beaumarchais. Hein. Quand on veut vivre dans un pays, il n'en faut point heurter les préjugés. Mais ça, c'est après la Révolution. Enfin, Beaumarchais met complaisamment en exergue eh bien, une pure affabulation historique. Le fameux droit de cuissage, ou pour être encore plus explicite, le droit de dépucelage. Hein. Dans le mariage, Suzanne accuse Almaviva de tenter d'user, je cite, d'un ancien droit du Seigneur, que naturellement Figaro considère honteux, comme nous d'ailleurs, hein, le pensant aboli dans les domaines de son maître. Hein. Alors que, libidineux, le comte considère ce droit comme charmant, hein, je cite charmant, eh bien, il est contraint, pour dissimuler à Figaro son attirance pour Suzanne, eh bien, de proclamer que son abolition avait bien eu lieu et était légitime, eh bien, parce que ce droit n'était pas une conception civilisée du droit, mais un signe de tyrannie barbare, en l'occurrence vandale. Tiens. Bien. De la pure fiction, je suis absolument catégorique là-dessus, de la pure fiction permettant de salir l'ancienne France. Mais la question de l'ordre, c'est aussi la question de la satire de la justice. Beaumarchais critique prioritairement le personnel de la justice, mais aussi le justiciable dont il met en scène, le ou les justiciables, dont il met en scène l'obsession procédurière. À la demande de Marceline, faite au comte, avant de lui faire grâce, vous nous devez justice, dit-elle. Répond celle de Basile, en ce cas, votre grandeur permet que je fasse aussi valoir mes droits sur Marceline. En fait, les justiciables sont prisonniers de la procédure qu'ils ne maîtrisent pas. Hein. Si le fond des procès appartient aux plaideurs, on sait bien que la forme est le patrimoine des tribunaux. Le formalisme l'emporte sur le fond, toute affaire, même domestique, mérite une certaine solennité dans la forme, comme par exemple le fait pour le magistrat de porter la robe, il y a tout un débat là-dessus, plutôt que l'habit civil. Beaumarchais insiste sur les nécessaires calmes et nécessités du juge afin de pouvoir être équitable. Or, certains jugements sont assurément infondés, hein, notamment celui qui fit que Figaro était presque obligé d'épouser Marceline, celle qui se révélait être sa mère. Hein. Le magistrat doit normalement oublier ses intérêts quand il juge. Là, évidemment, Beaumarchais fait directement référence à ses propres affaires. C'est du moins ce qu'affirme le comte. Hein. La justice doit ne faire exception de personne, mais dans la réalité, nous dit-on, elle est indulgente aux grands et dure aux petits. Bon, La Fontaine nous l'avait déjà dit. Gagner un procès se fait en dehors de l'audience, en négociant avec le juge, comme le dit Suzanne à Figaro. Plaide à présent, si tu le veux. Tu viens de gagner ton procès, elle vient de négocier avec le comte. Beaumarchais? Ah non, c'est pas vrai. Bon, alors Beaumarchais insiste à plusieurs reprises sur la corruption des juges. Hein. Donc là, évidemment, il fait allusion à ses propres affaires. Corruption qu'il dénonce, mais en même temps qu'il met en scène, hein, puisque dans Le Barbier, c'est la corruption de Basile par Almaviva qui permet à ce dernier de conclure son mariage avec Rosine. Hein. Almaviva qui, par ailleurs, en appelle à la probité des juges. Les vrais magistrats sont les soutiens de tous ceux qu'on opprime. Si les juges sont corrompus, les avocats, eux, sont des bavards incompétents, c'est en tout cas ce que dit notre ami Figaro. Beaumarchais tourne la vénalité des charges en dérision. Hein. Alors là, je vais quand même le dire parce que les citations sont relativement drôles, il faut bien le reconnaître. À Marceline, qui s'étonne de ce que ce soit bruit d'oison qui juge l'affaire. Quoi? C'est vous qui nous jugez? Celui-ci rétorque: est-ce que j'ai acheté ma charge pour autre chose? Ce qui fait soupirer la femme de charge, c'est un grand abus que de les vendre. Et le lieutenant de rebondir: oui, l'on ferait mieux de nous les donner pour rien. Bon, ce dialogue qui est objectivement drôle
ne doit pas nous faire oublier ce qu'il est quand même beaucoup moins. C'est la malignité de Beaumarchais qui est prêt à comment dire, tout pour favoriser sa démonstration et ses effets de scène. Car il était en fait favorable à la vénalité des charges de judicature et hostile à la réforme Maupoux. Réforme Maupoux qui s'applique au moment de son affaire, de sa première grande affaire judiciaire, réforme Maupoux que Louis XVI a par maladresse, sur laquelle Louis XVI a par maladresse revenu. La position de Beaumarchais varie donc en fonction des circonstances. L'important était de semer le trouble. J'en arrive au troisième point, mais comme il me reste à peu près seulement 10 minutes, n'est-ce pas? Bon. Non, il reste 2 minutes. Bon, alors je ne vais faire qu'allusion à la troisième et au quatrième point, et vous aurez les choses. C'est dommage parce que il y avait des choses, me semble-t-il, relativement importantes. La société, le troisième point sur la société. Il est clair que je dirais, est Beaumarchais relativement complaisant pour décrire les dysfonctionnements de la société, qui, il faut bien le dire, peuvent être parfaitement réels, mais ça leur conduit à délégitimer les statuts sociaux. C'est-à-dire que sous prétexte qu'un système fonctionne mal, eh bien, pardon pour l'expression un peu familière, mais au moins comme ça je vais plus vite, on jette le bébé avec l'eau du bain. Au lieu d'essayer de réformer les choses pour les rendre justes, eh bien, il faut les renverser. Et c'est notamment, évidemment, sur cette question de la délégitimation des statuts sociaux que l'on a la plus fameuse, peut-être la plus fameuse formule de Beaumarchais: vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. C'est-à-dire qu'il constate, et ça c'est vrai, c'est incontestablement une des faiblesses du XVIIIe siècle, de l'ancienne France du XVIIIe siècle, c'est que la noblesse de fonction était devenue une noblesse par nature, ce qui explique par exemple pourquoi Almaviva, dans La Mère coupable, après la Révolution, admet parfaitement que l'on puisse ne plus utiliser publiquement sa titulature. Il est persuadé qu'il reste par nature, d'une certaine manière, gentilhomme. Et puis, le dernier point que je voudrais voulu aborder, vous voyez toutes les pages que je passe, vous aurez plein de citations. Le dernier point, c'est la question de l'homme. Et à travers la question de l'homme, c'est la question de la nature de l'homme et donc la question de la transformation de la société par les mœurs. Il est clair, et il y a un premier point dans lequel j'essaye de faire ce développement, il fait une apologie à peine voilée du libertinage, avec évidemment tout un tas d'intrigues qui lui permet d'une certaine manière d'être, je dirais, moins explicite qu'il ne pourrait l'être s'il écrivait un essai. Ce libertinage, il aboutit à ce que, et c'est un point extrêmement important, il y ait une dévalorisation des lignages légitimes. Et c'est en particulier le cas dans La Mère coupable, qui, à mon humble avis, ne serait-ce que parce que c'est un texte plus court, plus succinct finalement que les autres, est à mon avis la meilleure des trois pièces. Mais bon, passons. En tout cas, vous le savez, il s'avère que dans La Mère coupable, Léon, le fils de la comtesse, est un fils adultérin. Le comte a lui-même eu une fille adultérine. Il s'aime, mais comme officiellement, mais comme on ne sait que l'un des deux adultère, en fait, leur relation serait incestueuse. Au final, ça va fonctionner. Ils vont pouvoir effectivement s'épouser après un certain nombre de tergiversations. Mais ah d'accord. Alors je termine juste par une phrase. Et donc je dis bien, ce point-là est relativement important. Il me semble, et j'essaye d'en faire la démonstration, et vous aurez l'occasion peut-être de le lire, que en fait, ce que vise Beaumarchais, c'est une justification. On le voit notamment dans le mariage, une justification de la filiation naturelle et une délégitimation des lignages légitimes. Voilà, si j'ose dire, à quoi finalement ces intrigues
aboutissent. Voilà ce que je pouvais essayer de vous dire sur notre ami Beaumarchais. Merci à tous.